Cela suscite le tollé, cette proposition donc adoptée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, 250 millions à verser. Si vous voulez être président de la République, 250 millions de caution, 200 millions par liste si vous voulez être député. Eh bien, ce sujet ne finit plus de défrayer la chronique, disais-je. Donc, et avant cela, c'était déjà la charte des partis politiques qui était adoptée, cette fois-ci par la plénière, donc faisant office de loi désormais. Nous allons débattre de ces deux sujets, donc des innovations apportées à ces deux textes, à travers ce débat qui a donc pour invité dans ce studio Arimi Choubade, journaliste analyste politique, mais surtout peut-être conseil technique du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi peut-être? Il a des chapeaux qui sont difficiles à porter. Non, le mien est assez léger. Donc, assez léger. Vos opinions engagent aussi le président de l'Assemblée? Non, enfin, vous parlez de loi, c'est pas mon opinion, c'est pas moi qui vote. Donc il n'y a pas de problème, même si j'ai des opinions, je ne peux pas influer outre mesure sur la prise de ces lois. J'adore ces clients. Bienvenue. Ulrich Chatineou, bonsoir. Bonsoir à vous, Vigile Avancé, et bonsoir à nos auditeurs. Arimi Choubade, dites-nous quelles sont les innovations apportées à cette nouvelle charte des partis politiques? Oui, enfin, vous savez, au départ, on était parti pour la réforme du système partisan, mais entendez beaucoup plus le financement public des partis politiques. En fait, c'était ça qui avait été à l'origine pas forcément le financement seulement, il est avec qu'il faut réduire le nombre de partis politiques. Non, mais c'est ça le financement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, la réforme du système partisan, il ne faut pas dissocier du financement public des partis politiques, parce qu'à un moment donné, on dit, ben, comment financer 200 partis politiques? Et donc, si on doit aller au financement, il faut forcément des critères d'éligibilité, et c'est ça qui amène à faire les critères dont vous parlez qui pourraient prêter des polémiques. Sinon, en réalité, finalement, vous allez voir au niveau de la charte, là, élaguer la charte de tout ce qui concerne le financement. Et on s'en est tenu à quelques formalités. Entendu qu'il y aura une autre loi qui va prendre spécifiquement cela en charge. Tout à fait. Mais on a essayé de corser un peu les formalités administratives, c'est-à-dire que le nombre de membres fondateurs... Par commune désormais, 15. Voilà, mais là encore, on est allé un peu au-delà. On a parlé on a un peu touché, si vous voulez, le mot du scrutin. C'est-à-dire que pour que votre liste soit prise en compte, il faudrait que vous puissiez obtenir au niveau national un certain pourcentage, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était de la proportionnelle intégrale. Et même si vous êtes dans un petit arrondissement, vous pouvez faire votre beurre là et sans problème, même si vous ne couvrez pas l'ensemble du territoire national. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Et même, c'est-à-dire qu'avant même qu'on ne vous considère comme avoir participé et prétendre à des voix, dans des postes de députés, il faudrait atteindre ce pourcentage qui est de 15%, je crois. Et donc voilà, donc on est beaucoup plus resté sur des formalités administratives en prévision de ce qui vient, c'est-à-dire en prévision du financement public. Et parce qu'il ne faudrait pas oublier que la liberté de créer des partis politiques ne devait souffrir d'aucune restriction. En principe. Oui, on peut avoir 80 000 partis politiques au Bénin. Mais l'éligibilité au financement, ça c'est autre chose. Il faudrait forcément des critères. On ne peut pas financer tout venant. Et donc, c'est ce qui amène... Vous savez, ce qui arrive aujourd'hui, c'est... Oui, on peut dire que ce n'est pas la réforme souhaitée au départ. Ce n'est pas de cette manière-là que ça se déroule. Parce que forcément, il y a des tendances lourdes. Je ne dirais pas des réticences. C'est un peu comme la LEPI à ses débuts. Avant qu'aujourd'hui, on ait un document qui fasse consensus et qui... nous a permis d'avoir des élections sans heure la dernière fois. Mais au début, vous avez vu ce que la LEPI a failli nous créer en 2011. Et donc, aujourd'hui, on peut déjà se réjouir que le processus a été enclenché. Il se pourrait que c'est assez poussif. Les débats, même au niveau des députés, ce n'est pas l'unanimisme, ce n'est pas l'unanimité. Donc, oui, et comme je l'ai dit au départ, on était parti pour insérer des critères d'éligibilité pour le financement public. Mais à la longue, on s'est rendu compte que dans une charte, ça ferait... la charte n'est pas le cadre approprié pour le faire parce que ça va être un phénomène dynamique qu'il va falloir ajuster à tout moment. Et donc, on s'est dit, on ajoute cela. Mais néanmoins, il a été prévu que, pour ne pas créer un vide au niveau du budget, on a prévu que, je crois, 0,2% du budget
national serait alloué désormais au financement public des partis politiques. Donc, si vous voulez, voilà les grandes innovations. Ce sont des innovations qui annoncent la vraie réforme, si vous voulez. La vraie réforme, le financement des partis politiques ou le code? Le financement public des partis politiques. C'est le financement public des partis politiques. Parce que vous savez, oui, même aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent, mais comment on va prendre l'argent de l'État pour donner aux partis politiques? Oui, puisque les missions des partis politiques sont des missions, c'est l'animation de la vie publique. On ne peut pas prendre des fonds privés pour animer la vie publique. Cela coûte du sens. Et il faudrait une traçabilité dans l'argent qui rentre en politique. Oui, je ne veux pas anticiper sur le débat. Lorsqu'on parle par exemple des cautions, etc. Si c'est du financement public, le problème ne se pose même plus. Puisque même s'il doit y avoir caution, ça va être l'argent de l'État. Tout à fait, ça va être l'argent de l'État qui va être mis en caution et qui plus tard serait rétrocédé, etc. etc. Donc voilà, mais aujourd'hui, le problème c'est que ça va être des fonds privés qui vont être manipulés encore. Et on se dit, mais comment des privés peuvent avoir autant d'argent, etc. Mais si on arrivait au bout du processus, c'est vrai que le processus a pris du temps pour démarrer. Et c'est ça qui explique, je ne dirais pas la fébrilité, mais tout ce qu'on observe, déjà par la compréhension de tout le monde, hein, notamment des députés eux-mêmes, c'est pas évident. Ils ont fait la politique d'une certaine manière depuis les indépendances. N'oubliez pas qu'il y a certains qui sont là depuis les indépendances et qui sont toujours là. Il y a eu une manière de faire de la politique. Aujourd'hui, on dit non, il faut faire des réformes. Il faut que l'argent qui rentre en politique soit désormais traçable, hein, et qu'on sache exactement. Vous savez, si on allait dans le financement public, il y aurait des pratiques qu'on ne peut plus observer. Et justement, les hommes d'affaires ne pourront plus prendre en otage la classe politique comme... parce que vous savez, lorsqu'il y a la faillite des hommes d'affaires, on se demande qui va prendre le relais. Au début, on a eu les militaires, ensuite on a eu les partis qui sont nés sur les parcs de véhicules d'occasion. Aujourd'hui, ce sont les hommes d'affaires. Ben, demain, ça va être qui? Peut-être les narcotrafiquants. Et donc, si on ne fait pas quelque chose, ben, voilà, donc, c'est pour vous dire de façon ramassée ce qui a été à l'origine de cette réforme. C'est pas... oui, forcément, ceux qui sont là, ils ont peut-être la faiblesse de croire qu'il faut tenir compte d'eux-mêmes dans la loi. Justement, on va revenir à cet aspect, mais Ulrich Châtellerault, voilà une réforme qui a été annoncée à grand vent, qui finalement a été faite, j'allais pas dire en catimini. En tout cas, la suite, c'est que bon, personne n'en a pratiquement parlé, ça n'a pas vraiment suscité cet enthousiasme qu'on pourrait attendre au vu de l'annonce. Je suis d'accord avec vous, et quand je suivais tout à l'heure, Choubali, je me dis, il a presque parlé comme le président de l'Assemblée nationale, un peu comme pour dire, c'est avec un peu de pincement au cœur que nous sommes arrivés là, parce que on voulait effectivement, mais bon, écoutez, les choses sont arrivées ainsi, ou les choses se sont déroulées donc ainsi. Je pense que effectivement, à un moment donné, il faut donner la parole à tout le monde pour que tout le monde puisse réagir par rapport à la question. Et quand vous regardez un peu la traçabilité, quand vous regardez un peu le circuit ou le processus qui a conduit donc à cette adoption au niveau de la commission des lois à l'Assemblée nationale, vous vous dites que on n'a plus aujourd'hui envie, d'une part, de trop intéresser le peuple en réalité à tout ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme si quand on implique le peuple, quand on ramène le sujet au niveau du bas peuple, tout le monde s'y mène et puis le débat n'est plus cohérent. On a l'impression que le peuple dicte sa loi, le peuple fait ce qu'il veut, ou le peuple dit ce qu'il pense, ou le peuple est manipulé finalement. Ce qui devrait être, ce qui devrait passer, n'arrive plus ou ne passe plus ou ne se réalise plus. Et on a connu cela lors de plusieurs lois. On a vu lors du vote sur la loi des collaborateurs extérieurs comment les syndicalistes et autres acteurs de la société civile ont pris d'assaut l'Assemblée nationale pour dire ne votez pas cette loi. On a vu à plusieurs reprises des organisations monter au créneau pour dire nous sommes contre, toutes les fois qu'il y a eu une certaine communication autour donc des actions ou des votes notamment. Mais lorsque vous prenez particulièrement ce projet et vous regardez un peu au niveau de cette commission, la commission des lois, vous avez, on viendra d'ailleurs à ces chiffres tout à l'heure, voilà, mais quand vous regardez un peu, on sent, on a l'impression que
tout passe. On n'étudie plus rien, ce n'est pas tamisé à ce niveau. On suppose ou on prétend que au niveau de la plénière, il y aura des amendements, alors que la commission des lois est d'abord là pour quand même vérifier, lire le test, le travail technique. pour faire un travail technique et pour voir la faisabilité avant même d'aller soumettre. Parce que une fois vous soumettez, les autres diront, mais écoutez, il y a un travail PA qui a été fait. Et ce travail, voilà, nous permet aujourd'hui de comprendre ou d'apprécier aujourd'hui les choses autrement. Peut-être même que à partir de l'exposé, de la communication de cette commission, de la commission des lois, on peut même arriver à conclure que, bon, écoutez, le travail, ce que nous devrions, puisqu'ils sont tous représentés. Guy Mitokwe, par exemple, a voté contre. Il y a d'autres qui se sont abstenus. Bon, je parle d'abstention. Comment vous avez fait pour savoir qu'il a voté? Non, mais les délibérations sont secrètes. Mais nous savons que tout au moins, ou du moins, bon, en tout cas, c'est vous qui parlez des délibérations, vous qui connaissez les secrets de délibération. Non, c'est le règlement intérieur. Mais nous savons, il y a des gens qui se sont opposés. Oui, et quand les gens s'opposent, la fumée blanche, tout à fait. Ça sort, on sait ce qui se passe. Même les noms. Moi, je ne lui conteste pas ce qu'il dit. Voilà. Je suis surpris qu'il soit au courant. Mais c'est justement le peuple. Le peuple est au courant de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que on limite en fait ces projets ou ces démarches, ces réformes au niveau des députés, des parlementaires ou au niveau d'une certaine classe politique, parce que c'est finalement, nous sommes en démocratie et c'est la loi du plus fort finalement qui passe. C'est l'impression générale qui se dégage de tout ce que nous disons. Sinon, quand vous prenez l'ensemble même du document, vous vous dites il y a beaucoup de choses qui ont été introduite. Et vous parlez de la charte? Je parle de la charte. Je parle de la charte, ce qui actuellement est en cours d'examen ou sur la table des parlementaires. Non, ça c'est la loi électorale. La charte est déjà... La charte est bien. Tout à fait. Depuis le 7 dernier, c'est ça justement. Voilà, donc je dis, quand vous prenez, vous vous rendez compte que il y a beaucoup de choses qui... on a l'impression qu'on veut faire de ce pays un autre roi. On veut révéler, bon, quand j'utilise des mots peut-être propres, bon, en tout cas, le mot révéler, c'est un mot que tout le monde peut utiliser. Donc, quand on utilise des mots pour révéler, je voulais dire le Bénin, je me dis, cette révélation, elle est un peu biaisée, ou du moins ne répond pas à certains critères, à certaines normes, et il faut revoir la copie à un moment donné. Rémi, tu vas dire? Non, je n'ai pas de réaction à avoir, en dehors du fait que son peuple est tapis quelque part dans la salle de délibération de la commission des lois. Et au courant de tout, etc. Vous savez, mais ce sont des hommes qui participent à les commissions. Oui, c'est un brouillon, c'est un document de travail. À la limite, c'est un brouillon, je suis désolé, on ne peut pas opiner. Bon, enfin, je ne peux pas refuser aux gens d'opiner. Mais vous n'allez pas dire ça, non. Sinon les commissions n'existeraient pas. Voilà. Quel est le rôle finalement de la commission des lois? Vous avez suivi la demande de levée d'immunité des députés. Vous avez vu le rapport de la commission. Vous avez vu ce que la plénière a décidé à la fin. Et ce n'est pas ce que la commission... vous avez vu que les appréhensions de la commission n'ont pas été mises en compte par la plénière. La commission, tout au moins, on parle de la charte, déjà. Non, nous sommes dans une comparaison. Je vous donne un exemple. Voilà. Juste un exemple. C'est pour vous dire que la commission, à peine une vingtaine de députés, qui ne viennent même pas tous. C'est un document de travail qu'on va soumettre... vous savez, la session qui va même étudier le test n'est même pas encore convoquée. La commission, elle est permanente, donc elle travaille à tout temps. Donc elle a eu à faire des délibérations, je crois, hier. Moi, je ne sais pas très bien ce qui en est ressorti. Mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on a arrêté des chiffres, des montants, etc. C'est possible. Mais puisque le document... Non, mais ça, c'est un autre gros débat. Non, le rapport, une fois... Le code électoral, c'est un autre gros débat. Oui, une fois élaboré, le rapport est déposé aux députés. Donc, à partir de cet instant, on peut plus dire que c'est gardé secret. C'est déposé au niveau du bureau qu'il envoie aux députés, qui t'a venu en plénière plus tard pour discuter. Donc, je suppose que ce document-là, c'est pas encore le test voté. Et dès que le texte sera voté, vous avez su les débats. Quand on dit qu'on a voté des lois en catimini, quand on continue de dire au Bénin ici qu'on vote des lois en catimini, moi ça me tonne. Radio Hémicycle diffuse en direct tous les débats parlementaires. En fait, il parle de la célérité avec laquelle... Célérité et catimini, je ne sais pas si vous avez réussi à faire la jonction sur ce plateau.
Mais pour ce que moi je sais, c'est que c'est un débat public. Déjà, il y a la salle du public, il y a une pléiade de journalistes qui assistent du début jusqu'à la fin. Et en plus de ça, il y a radio et hémicycle. Et puis, nous avons des radios partenaires qui relèvent. Je vous précise, on parle ici de la célérité qui caractérise désormais les votes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous appelez célérité? La procédure parlementaire... La célérité qui exclut le débat public, le débat général. Mais écoutez, le débat a lieu en plénière. Est-ce qu'un député est venu et a voulu prendre la parole et on lui a... Est-ce seulement les députés qui sont concernés quand il s'agit des sujets aussi sérieux? Non, pour faire une loi, il n'y a que les députés. Je suis désolé. Pour faire une loi... Vous pensez? Mais qui? Allez prendre votre constitution, allez prendre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nulle part on a dit il faut faire débat au marché, débat à l'hôpital, débat au champ. La séance de Azalaï, c'était un cadeau du président de l'Assemblée, par exemple. Ça, c'est une manière d'associer plus de gens. Et puis la commission aussi... comment on appelle, sollicite beaucoup de compétences, beaucoup d'experts viennent travailler en commission avec les députés. Donc ça n'a jamais été en vase clos. Donc les députés sont le peuple et ils agissent. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que les séminaires parfois n'atteignent pas forcément les objectifs de départ. Parce que réunir des gens une demi-journée, une journée, même 2 jours pour faire débat. Et puis là, c'est pas des décisions qui sont prises. C'est des débats qui sont animés pour éclairer les députés éventuellement. C'est pas pour prendre des décisions qu'on organise les séminaires parlementaires. Si vous voulez, ce sont des sessions foraines informelles qui ne sont pas prévues, qui ne sont prévues dans aucun texte de l'Assemblée nationale. Mais on permet aux députés de sortir de temps en temps de l'hémicycle pour aller rencontrer d'autres Béninois et échanger sur des sujets. Mais à la fin, la décision leur revient. Mais quand vous dites informel, ça veut dire qu'on aurait pu s'en passer? Oui, c'est informel, c'est pas prévu. Oui, mais comment le député devrait toucher sa base par rapport aux questions qu'il discute à l'Assemblée? Le député, comment il s'est arrangé pour se faire élire? La base, l'organisation de la base du député, c'est un problème personnel. Ce n'est pas un problème de l'Assemblée nationale. C'est pas l'Assemblée. L'Assemblée nationale ne connaît pas de base de député. On est d'accord, mais... Et vous, en tant que député, vous devrez avoir votre méthode, puisque je suppose que vous êtes dans un parti politique. On suppose que vous savez, vous êtes animateur de la vie publique, et donc vous avez vos canaux de consultation de la base, de vos militants éventuellement, et puis même avec les autres députés. Et donc à ce niveau-là, on ne peut pas... Vu la vitesse à l'Assemblée nationale, la vitesse, on y revient encore. Quel est le temps qui est laissé aux députés pour aller donc discuter, consulter? Vous savez, on ne peut même pas faire de la vitesse comme vous dites. Entre le dépôt d'un rapport et qu'on appelle la soumission de ce sujet en plénière, il y a des délais. Si le président de l'Assemblée nationale ne respecte pas ces délais, la loi ne passe pas. Et donc on ne peut pas venir dire aux députés, bon, on a introduit un rapport dans votre casier la nuit, demain matin à 8 h, on discute de ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non, votre caricature, ça ne... Oui, ça vous dit que même les délais sont réglementés par le règlement intérieur. Je vous donne un exemple concret, si vous le voulez bien. La révision de la Constitution, ce que vous avez appelé, enfin, ce que les députés ont appelé amendement de la Constitution. Vous pensez que ça a été discuté dans le peuple, les Béninois en sont imprégnés? Parce que apparemment, vous ne me suivez pas. Prenez votre Constitution. Je ne sais pas si vous avez la Constitution là. Je l'ai même sur mon portable, voilà. Si vous voulez. Donnez-moi l'article qui dit d'aller consulter le peuple. Au contraire, la Constitution dit que les députés sont des représentants du peuple. Oui, mais justement... Et disent qu'une autre entité ne peut se substituer au peuple en dehors de cette entité-là qui est l'Assemblée nationale. Justement, quand ils représentent... Et donc, je ne sais pas quel débat avec quel peuple dont vous parlez. Maintenant, politiquement, chaque député sait la conséquence d'un acte qu'il pose. Lui, c'est ce rapport entre le député et sa base. Ça ne concerne pas l'institution. L'institution n'a pas à gérer les susceptibilités et les frustrations. C'est pas possible. Chaque député sait ce que ça va lui coûter. Un député attendait 5 ans pour lui demander des comptes. Je crois que jusque-là... Il ne faut même pas 5 ans, il faut 4 ans. Les députés du bloc de la majorité présidentielle ou de la majorité parlementaire, si vous voulez, jusque-là n'ont pas encore compris pourquoi le projet, par exemple, de la révision de la Constitution ou d'amendement a échoué 2 fois. Mais c'est déjà ça. Il faut revenir à la base, il faut consulter le peuple. Et je sais que... C'est qui le peuple? Il y a le peuple. Mais on va pas revenir. Moi, je vous délie le droit de prononcer le mot peuple. Moi, en tant que faisant partie du peuple, je vous délie à vous de parler du peuple.
C'est ça ce que je dis. Vous êtes ce que vous êtes. Vous voyez, la position politique vous permet quelquefois, d'accord, de prendre des positions, c'est-à-dire votre statut... Je ne suis pas encore membre d'un parti politique. Je suis d'accord, mais votre appartenance politique vous amène quelquefois... Mais je ne suis pas membre d'un parti politique. Mais écoutez, vous n'allez pas me dire... Le discours... Mais écoutez, vous l'avez dit tout à l'heure, le chapeau, cette casquette de chargé de... conseiller technique à la communication. Président de l'Assemblée nationale. Et non du président d'un parti politique. Non, du président du BMP. Mais écoutez, moi, je suis pas servi du BMP. C'est ça ce que je vous dis, M. Choubari. On a vu dans ce pays, l'actuel, je ne veux pas... Quand je parlais tout à l'heure, c'est en connaissance de cause. On a vu l'actuel président de la Cour constitutionnelle dire que s'il faut réviser la Constitution, que le dernier des Béninois, même celui qui vend de la moutarde dans le marché de Hondroto, doit être informé, on doit l'associer, il doit être impliqué. Il a dit, les vidéos circulent sur les réseaux sociaux, je sais que vous l'avez vu, c'est un homme de droit, même si aujourd'hui il refuse, ou du moins il se dit, écoutez, ma position... Il n'était pas encore député quand il le disait. Il n'était pas encore député, il n'était même pas encore président de la Cour, mais je dis aujourd'hui, peut-être qu'il peut changer de version simplement parce que sa position actuelle ne lui permet plus de dire ça. Vous connaissez la liste électorale? La liste électorale. Oui, vous connaissez combien de Béninois sont inscrits sur la liste électorale? À vous, peine 4 millions. Et vous voulez que ces 4 millions, dites-leur loi à ces 11 millions de Béninois. Attendez, vous parlez de peuple. C'est vous qui parlez de peuple tout le temps. Tous les jours, je vous écoute, peuple. Alors que vous n'êtes que vous. Donc vous êtes venu corriger. Vous n'êtes que vous. Vous n'avez jamais eu un mandat de... C'est un peuple-là. Oui, tout à l'heure, vous avez reproché à quelqu'un de ne même pas être capable de se faire élire dans un petit comité de quartier et il aspirait à être député. C'est ça. Et bien quand même, le type, il n'a même pas l'onction de sa propre famille pour les représenter. Mais il veut parler au nom du peuple. C'est tout le problème. Mais le peuple, c'est qui à votre avis? Mais je vous dis... Ce sont les 83 députés... Attendez. Allez prendre votre constitution. Les 83. Vous ne répondez pas à la question. Si vous voulez qu'on évacue la question... Non, attendez. Le peuple, c'est 11 millions de Béninois. Le peuple, c'est qui? 11 millions de Béninois. Et qui parle au nom du peuple? Donc moi. Donc vous ne pouvez pas me parler du peuple m'exclure. Je ne peux pas être d'accord. Si vous dites... Mais seul pourquoi vous déniez le droit de parler à mon nom? Non, vous ne pouvez pas parler à mon nom. Moi, je n'ai jamais mandaté. Alors, je parle à mon nom personnel. Voilà, moi, je n'ai jamais mandaté pour parler à mon nom. Donc, je fais partie de ce peuple. Quand je suis assis devant vous, vous cessez de parler du peuple. Mais je fais partie de ce peuple. Voilà, vous n'êtes pas le peuple. Vous faites partie en tant que 1 sur 11 millions. Comme moi, d'ailleurs. Donc, vous n'avez pas de préférence ou de privilège à la matière. Donc, parlez de ce que vous savez. Parce qu'aujourd'hui, un député, on suppose même qu'il est représentant du peuple. Hein? En plus, il n'y a pas de mandat impératif, donc il représente tout le peuple. Et on suppose qu'il a des mécanismes pour consulter son peuple. Vous n'avez même pas de mandat. Je ne sais même pas si vous êtes le responsable ici, sur le plateau. Et vous voulez parler à mon nom. Donc il y a un problème. Et quand on a évacué ces petits problèmes-là, hein, on s'occupe de l'essentiel, de débat. Il y aura forcément des débats. C'est ça que je vous dis, même pour aller aux élections. Et combien de personnes ont élu le président Talon? Et pourtant, il s'impose à nous tous. Hein? Moi, particulièrement, je n'ai pas voté pour lui. Mais je ne peux pas dire qu'il n'est pas mon président. Hein? Et donc, nous sommes dans une démocratie représentative. Et la manière dont les débats se mènent, c'est organisé par les tests. Maintenant, si à un niveau où on a violé les tests, il n'y a pas de problème. On saisit les instances habilitées à trancher et on évolue. Mais on ne peut pas faire le reproche ou le procès à des gens qui ont des mandats de faire un débat que la Constitution lui a conféré. Hein? Je ne comprends pas. Je suis d'accord que les séminaires, ce sont des rencontres imparfaites. Hein? C'est clair. Il y a beaucoup de choses qui se disent à ces séminaires-là qui ne sont pas prises en compte. Parce que, bon, peut-être pour des considérations politiques ou après quand... Mais je vous dis, même en commission, on invite des experts, on invite... si le riche Athénéo n'est pas le peuple, je suis d'accord avec vous. Vous non plus, vous n'êtes pas avocat défenseur des avocats, des députés. Est-ce que moi j'ai défendu les députés? Qu'est-ce que vous dites là? J'ai dit que la Constitution, c'est la Constitution qui les défend, qui leur a conféré. Le fait que relayer la Constitution. Et les Béninois ont voté pour eux. Nous avons voté pour eux, nous tous. Hein? Dans la démocratie représentative, c'est ça, c'est un système imparfait, je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire comme dans certains cantons suisses où on réunit tout le monde sur la place publique pour prendre des décisions. Nous avons décidé qu'on ira dans des isoloirs pour faire vote. Les résultats sortent.
on n'est pas d'accord, on est d'accord, on se plie. Arimi Tchoubade, est-ce qu'on a avancé avec cette nouvelle charte des partis politiques? Non, je vous ai dit tantôt qu'on n'a pas encore atteint l'objectif. Mais on peut se réjouir que le processus a démarré. Il peut y avoir au début des tests, comme je vous ai donné l'exemple de la LEPI, hein, qui a été très laborieux, qui nous a même qui a fait des problèmes à tout le monde, mais qui aujourd'hui fait l'unanimité. Et on peut faire maintenant des élections parce que vous avez même le nombre de bureaux de vote qui est contenu dans la loi. On connaît le nombre par bureau de vote, etc., etc. Donc, on a pu pas faire. En 2011, vous vous souvenez que c'est la Cour constitutionnelle même qui a relevé le nombre de votants. Bon, on a évolué. Et donc maintenant, on parle du financement des partis parce qu'on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Si vous êtes content de ce qui se passe aujourd'hui, quand on parle de 200 millions, tout le monde sait très bien que ce qui est brassé, c'est plus que ça. Mais c'est seulement ceux qui ont la possibilité d'avoir l'argent qui dictent leur loi. Et même, aujourd'hui, on a même l'impression que, bon, nous sommes dans une situation où c'est seulement ceux qui ont beaucoup d'argent qui peuvent dicter leur loi. Et donc, il faut pouvoir passer à une autre étape où, véritablement, l'État prend en compte les partis politiques, ceux qui animent la vie publique, doit pouvoir justifier des fonds qu'ils utilisent. Quand vous voyez, on vous dit un ministre allait créer un parti politique. Moi, je veux bien savoir là où il a trouvé l'argent. Quand on me dit qu'il y a un fonctionnaire qui est président d'un parti politique, ça veut dire que la fonction de président d'un parti politique est tellement banale que vous pouvez être un fonctionnaire surchargé de boulot et pourtant gérer ça. On ne peut pas continuer de cette manière-là. Et donc, il faut bouger les lignes. Et c'est ça que vous voyez actuellement. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui s'étaient habitués à des pratiques depuis des décennies de faire bouger les lignes d'un coup de baguette magique. Il y a des tendances, je vous dis, même, vous allez voir, le débat va venir en plénière. Je vous convie, je ne sais pas encore quand on va convoquer la session extraordinaire, ça va être convoqué incessamment. Je vous invite à suivre les débats en direct. Vous verrez que même au niveau du BMP, c'est pas chorus comme on a... Moi, je vous le dis, je ne suis pas au service du BMP, je ne suis pas un agent du BMP, je ne suis pas porte-parole du BMP. Personne ne vous en avance déjà. Et non, donc je ne veux pas prendre le combat du BMP à ma charge, tout comme... vous savez... Mais vous le faites déjà, c'est bien. Non, moi j'ai 83 patrons. Je suis au service de 83 députés à travers ce que je fais auprès du président de l'Assemblée nationale. Donc je ne peux pas me permettre par exemple de venir ici dire que Laurent Aguimitokwe a tort ou qu'il a... Non, c'est pas possible, je ne peux pas le faire, c'est mon patron. Hein? Et donc je ne me méprends pas sur mes responsabilités. Donc je suis très à l'aise pour vous dire que au sein de l'Assemblée nationale, ce sont toutes les opinions qui s'expriment. Toutes les opinions qui s'expriment. On n'a jamais dit le contraire. Bon, donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a un catimini, qu'à la vitesse grand V, qu'on introduit des têtes. Et puis, vous savez, on a une boussole pour apprécier la gestion de l'Assemblée nationale. Prenez les rapports d'activité du président de l'Assemblée nationale depuis qu'il est installé en 2015. C'est toujours voté à l'unanimité. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas être plus royaliste. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que les députés eux-mêmes. Mais les députés travaillent d'abord pour le peuple, ils sont les représentants du peuple. C'est le peuple qui apprécie. S'ils estiment que l'Assemblée est bien gérée, ils savent très bien que le président de l'Assemblée nationale est membre du BMP. Et pourtant, ils disent, oui, malgré nos différents politiques, la manière dont l'institution est gérée nous semble assez correcte. C'est le minimum. Hein? Et si ça ne peut pas être un baromètre pour nous, je ne sais pas si on va réunir les gens à Tokwa pour dire est-ce que vous êtes content de la manière dont le Parlement est géré, ou si on ira faire de grands débats, de grands séminaires pour apprécier de la manière dont le Parlement est géré. Je ne sais pas si vous avez toujours les armes. On ne dénie pas, d'accord, ou on ne refuse pas à nos parlementaires de décider, de voter les lois. Quand on parle de précipitation, quand on parle de célérité, allez-y voir comment c'est ça ce que nous disons. Nous disons que les députés, aujourd'hui, c'est... En une semaine, on élabore, on ne sait peut-être pas les couloirs, on ne connaît même pas le processus. Et on dit, ben écoutez, les députés sont convoqués demain pour une plénière qui parlera de ci ou de ça. C'est vrai, le débat est relayé sur la radio de l'hémicycle. Ben écoutez, en amont, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que le peuple a pris le temps de... Vous continuez.
Mais écoutez, mais je vais le dire. Mais pourquoi vous refusez? Et c'est ça. Parce que vous m'excluez. Non, je ne vous exclue pas. 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 Moi, je me retrouve pas dans ce que vous dites, alors que je suis membre du peuple aussi. Justement, vous ne vous retrouvez pas parce que vous faites désormais partie de ces acteurs. Bon, je ne sais pas si vous êtes, puisque vous avez 83 députés, vous êtes certainement 83 patrons. 83 patrons, voilà. Toutes mes excuses. J'ai pas un patron qui est plus que les autres. C'est vrai, c'est le président de l'Assemblée nationale qui m'a recruté, mais je suis au service des 83. Et c'est ça. Je dis, écoutez, vous l'avez dit tout à l'heure par 2 fois ou 3 déjà même que on a vu le cas de la LEPI qui au début avait créé des soubresauts, par la suite on a constaté que ça fait l'unanimité et que bon voilà, cette charte également, on peut commencer comme ça, il peut y avoir des murmures, mais par la suite on va parfaire le test et puis bon voilà, on ne peut plus aujourd'hui se mettre dans cette dynamique. Et pour ne plus se mettre dans cette dynamique, il faut déjà associer tout le monde. Il faut permettre... Je prends, et si vous le permettez, quand nous prenons par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure le montant de 150 millions. Mais écoutez, ils ont vu ça où? Ces députés ont vu ça où? C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils le justifient? Hein, d'accord? 250 millions pour aller aux élections présidentielles. On a parlé, effectivement, vous avez dit qu'il y a également la loi sur le financement public des partis politiques qui va suivre, mais... Au nom de quoi on décide dans un pays comme le nôtre de prendre ou de dire que même si c'est l'État qui débourse d'abord, même si c'est l'État, je dis au nom de quoi on décide que ce soit 250 millions de francs CFA. Moi je dis mais c'est trop. Nous avons des pays qui nous entourent et on sait à combien est fixé ou quel est le montant fixé pour d'accord les candidats ou les présidentiables. Donc nous savons que nous ne pouvons pas peut-être dépasser un certain nombre de seuils, même si vous savez que... Même si vous savez, non, c'est pas une question d'ambition. Non, vous savez, cette question-là ne m'est pas adressée, hein, parce que c'est pas moi qui ai fixé. Donc, je ne sais même pas quelle est l'issue qui sera réservée à cela. Donc, tout ce que je peux vous dire, et c'est ça ce que je dis. Je dis, cette célérité-là, la suite. On ne peut pas, même déjà. Non, fâché comment. Je vous ai dit, moi, mon problème, s'il y avait de la traçabilité sur tout cet argent, il n'y a pas de problème. Mais on légifère sur quoi? Sur l'argent dont on ne connaît même pas l'origine. Nous en sommes là. Pour moi, la problématique est à ce niveau. C'est pas... même si on dit 1 milliard, moi, ça ne me gêne pas. Mais d'où vient l'argent? On dit les gens cotisent. C'est pas possible. On ne peut pas demander à quelqu'un de priver sa famille de ce qu'il gagne pour aller financer les partis politiques. Ça n'a même pas de sens. Vous allez faire votre proposition tout à l'heure. En attendant que tout ceci ne soit exécuté, on ne peut, moi je dis une fois encore qu'on ne peut pas mettre la barre à 250 millions. Ça, pour moi, personnellement, c'est trop. Et quand vous prenez l'autre, quand on parle par exemple des anciens présidents, on dit une fois vous êtes candidat, vous perdez vos attributs ou votre statut d'ancien président. Mais je dis, mais finalement, est-ce que nous ne sommes pas en face d'un camp, si vous le permettez, ou enfin d'un certain nombre de députés qui veulent peut-être tailler les lois sur mesure? Mais je dis les choses peut-être comme ça pour que nous allions peut-être... Non, évidemment, vous répondre un jour. Je le souhaite vivement parce que quelquefois on les appelle, ils ne viennent pas aussi. Et c'est ça aussi la démocratie. Non. Parce que non, écoutez, c'est pourquoi je dis il ne faut pas à des moments donnés, quand vous dites la vérité, lorsque vous êtes dans la vérité, lorsque vous êtes dans la vérité, venez me voir, je peux vous aider à trouver quelques-uns de temps en temps. D'accord. Lorsque vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas peur d'exposer ce que vous pensez. Vous exposez, les gens peuvent interpréter ou c'est-à-dire les gens peuvent opiner autour, mais vous savez que ce que vous dites au moins, c'est ça qui est vrai. Aujourd'hui, on décide d'exclure potentiellement ces candidats. Mais c'est une exclusion que nous ne nous cachons pas la face. C'est une exclusion. Ce texte qui a été voté par, ou du moins ce texte qui n'est pas encore voté. Non. Adopté par la commission des lois. C'est ça, à l'étape de la commission des lois. Je vous dis, à la limite, c'est un brouillon, si vous voulez. Même ce brouillon, mais je suppose même qu'ils ont reçu un brouillon. Et le brouillon, il doit pouvoir mettre le brouillon en ordre. C'est ça, avant d'exposer aux collègues. Ils ne sont pas tenus.
Mais pourquoi ils ne sont pas tenus? C'est un document de travail. Et c'est ça ce que je dis. Si le document de travail est parfait... D'accord. Donc, la commission des lois, la commission des lois n'est pas une passoire. Ou c'est-à-dire, quand vous envoyez un dossier ou quand vous envoyez, vous le donnez, pourquoi ils ont un temps, un délai pour étudier le projet? Vous connaissez l'aspect technique. Vous parlez de l'aspect politique. Exclure des gens, c'est pas de la technique. Eux, ils ont marché déjà le travail. Ils vont exposer... Mais l'aspect technique aussi, c'est de voir la faisabilité du dossier. C'est pas le rapport qui sera la loi. Hein. Non, c'est pas le rapport qui sera la loi. Le projet mais ils ont pris le projet. Lui-même va revenir en plénière. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc, ce que la commission a fait, c'est juste des balises pour discuter. Hein? Mais donc, ces balises aujourd'hui, c'est ça ce que je dis. Ces balises aujourd'hui, quelles sont les balises aujourd'hui que la commission a posées pour permettre à ce que la plénière, lorsque une fois... Vous savez, les membres du bureau ne sont même pas membres des commissions. Il y a à peine une vingtaine de députés qui siègent dans les commissions. Ils viennent même pas... ils sont en plénière ou à Sali. Non, tout le monde ne participe pas au débat. Donc, comme je dis, c'est un document de travail qui va être soumis. Je ne dis pas que ça ne va pas être adopté ou que ça va être adopté, ça c'est un autre débat. Mais on sait comment est-ce que ça passe, où ça se passe. Toujours dans le respect du règlement intérieur. Quand vous dites qu'on convoque les députés, personne ne convoque les députés. La conférence de présidents, et dans la conférence de présidents, il y a tous les présidents de groupe parlementaire, tous les présidents de commission et les membres du bureau. Et il y a au moins des groupes parlementaires qui sont de la minorité, dont les représentants siègent. Et c'est à ce niveau qu'on définit le calendrier. Donc on n'invite personne par surprise. Non, je n'ai pas dit qu'on invite les députés par surprise. C'est quoi votre célérité, votre vitesse dont vous parlez? Je n'ai pas dit... Non. La procédure est écrite essentiellement. Ce qui est heureux au Bénin, c'est que toute la procédure institutionnelle est écrite. Donc on ne peut pas inventer quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui vient qui dit demain vous venez à l'Assemblée. Déjà, même pour convoquer la séance, je vous ai dit non, je ne sais même pas très bien quand est-ce que la session va être convoquée. C'est une procédure qui va être adoptée pour demander la session extraordinaire. La session va être convoquée, ils viendront en plénière, on va faire ce qu'on fait. Ce que dénonce Ulrich Chatineau, c'est que tout se fasse à l'Assemblée nationale, en dehors du peuple. Encore une fois, vous allez peut-être en pleurer, mais bon. Si mon ami Vigile veut désormais participer aux travaux parlementaires, il n'y a pas de problème. Il est assez populaire, je crois, dans son Avrancourt là-bas. Il se présente aux élections, il se fait élire. Et puis, non, je parle de Vigile. Il se fait élire et puis le problème est réglé. Mais s'il n'est pas député, qu'il souffre que les députés fassent les lois à sa place. C'est la démocratie représentative qu'il a imposée. C'est une démocratie représentative qui fait que on vote. Je prends par exemple le cas du code pénal. Moi, j'ai invité des gens pour un débat. Ils m'ont dit, et qui plus est, des avocats, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas encore même le texte sous la main. Bon, vous voyez, on fait des débats, on adopte. Ils ont dit qu'ils n'ont pas. Ils ont cherché. Un projet qui a passé des décennies au Parlement. Je dis, ils ont dit qu'ils n'ont pas encore. Enfin, il y a de cela en tout cas un mois. Mais je dis, à l'époque où on devrait faire le débat, ils ont dit qu'ils n'ont pas. Et pourtant, le projet a été adopté. Ça ne date même pas de la législature actuelle. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il ne connaît pas le projet, bon, ça c'est un autre problème. Non, et c'est ça ce que je dis. C'est-à-dire tout se fait en catimini. Il faut le courage. Ou du moins, on ne permet pas que tout soit. Au fait, on ne se comprend pas. Où je conclus que vous êtes dans votre monde. Vous ne voulez même pas savoir ce qui se passe. Sinon, je vous dis, Radio Hémicycle, c'est ouvert à tout le monde. Je suis d'accord. On suit les débats. Vous avez un confort d'écoute à partir de Jeff ici. Tout à fait. On suit les débats. Ceux qui sont par la coupe peuvent même dire ce que vous dites là. On suit les débats. Le code pénal dont vous parlez a été lu, virgule par virgule, ligne par ligne, avant d'être voté, amendé. Maintenant, dire qu'on a fait 4 minutes, c'est ça que je ne comprends pas. Oui, mais le code pénal a été appelé en plénière quand? Ah non, c'est un processus qui a duré des années. Des années. Peut-être vous voulez parler du jour où on a fini. C'est le jour où on a fini. Même avant le jour. Même avant le jour. Oui. Mais vous avez vu que c'est arrivé à la fin des choses complètement. Et très rapidement. Là, c'est la célérité. Non, c'est pas ça. Ça dit, le jour là, ils ont décidé d'en finir une fois pour toutes. Parce que ça revenait tout le temps. Et bon, on fait 2 ou 3 articles et puis on se levait et partait. Et donc le jour là, ils ont décidé d'en finir. Je vous dis, même le président de l'Assemblée nationale n'a pas pu... Ça n'a rien à voir avec l'agenda de la Cour constitutionnelle. Moi, j'en sais rien. Si le jour-là, sur les députés... Attendez. Vous savez déjà ce que vous dites. Attendez. Est-ce que vous excluez aussi ce que je viens de dire? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je sais... La Cour constitutionnelle, vous ne savez pas. La Cour constitutionnelle fait quoi? Oui. L'agenda de la Cour constitutionnelle avec
le ministre alors garde des Sceaux qui était à l'Assemblée à ce vote-là, Vous savez, qui a à fini l'époque, quelques heures après par être à président l'époque, le de garde la des même Sceaux cour. était un acteur du processus. Bien sûr. Si lui, dans son agenda, il décide qu'il a suffisamment de députés qui vont le soutenir, à en finir avant qu'il ne parte, moi, qu'est-ce que moi j'y peux? Voilà, c'est ce qu'on Ça, demandait. non, mais ça, c'est une pratique parlementaire. Si un ministre dit, je veux finir ce dossier-là avant de quitter mon poste, on ne peut pas le reprocher. Donc c'est l'exécutif qui insuffle le rythme du travail à l'Assemblée nationale. Attendez, C'est ce que vous vous admettez. ne pouvez pas me sur ce dire, plateau. vous ne pouvez pas dissocier le BMP du gouvernement. Le BMP, ils ont L'appendice décidé, du gouvernement. mais oui, dans toute la démocratie, vous avez la majorité parlementaire qui soutient ou ne soutient pas. Donc, le président de l'Assemblée nationale a obéi à l'exécutif en faisant. Donc, Non, Et vous ne voyez pas que l'existence du BMP est une violation de la Constitution? En quoi c'est une violation? Le BMP, c'est une structure informelle, ce n'est pas une structure du Parlement. C'est dans le nombre que c'est des députés qui composent. Le BMP n'est pas une structure du Parlement, ce n'est pas le BMP qui participe, qui définit ou qui impose un rythme. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit que c'est la conférence des présidents qui fixe les calendriers. Et à la conférence des présidents siègent des représentants des minorités. Il n'y a pas de représentant du BMP dans la conférence des présidents. Le BMP est une structure informelle, une structure politique informelle. Arémi Tchoubani, ce que dénonce Ulrich Atineau, c'est que est-ce que la présence, la dose trop forte de la politique aujourd'hui dans les actes à l'Assemblée nationale, les votes notamment, est-ce que ce n'est pas nuisible à la démocratie? Je ne sais pas, si vous voulez réinventer la démocratie, si vous déniez à l'Assemblée nationale de faire de la politique, je ne sais pas où est-ce qu'on ira faire la politique. N'est-ce pas qu'il a une dose acceptable? Vous voulez qu'on aille faire la politique dans les hôpitaux ou bien dans les salles de classe? C'est le haut lieu de la politique. Ce n'est pas la première législature qu'on voit. La 7e, là, n'est pas la première législature. Oui, on a toujours dit ça de tout. Moi, j'ai vu dans ce pays des chars positionnés sur l'Assemblée nationale des jours de vote. Vous avez oublié le vote de Souyaï, comment vous appelez, le collectif budgétaire, hein, qui a amené tous les problèmes, le CENSAD, qui est passé par la Cour. Le chat était par ordonnance. Le chat était positionné où? Hein? Vous ne l'avez pas vu à l'entrée du pont là? C'est pas l'Assemblée. Ah, vous ne l'avez pas vu? Hein, le jour du vote, vous c'est pas l'Assemblée. À l'époque, à l'époque, c'était pas le gouvernement qui contrôlait la majorité. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein? Il y a eu des moments où la majorité a échappé au gouvernement. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Que oui, c'est un lieu de politique. Si aujourd'hui le gouvernement a la chance d'avoir la majorité avec lui, je ne vois pas pourquoi il ne va pas en user. Maintenant, en abuser, ça c'est votre appréciation. Moi, j'en sais rien. Mais le BMP n'est pas une structure de l'Assemblée nationale. Le BMP n'a pas de voix, si vous voulez, dans le fonctionnement du Parlement. Laissez Ulrich Atineau aller au bout. Donc je parlais du BMP, ce BMP qui... non, écoutez... Et puis nous on distingue deux BMP, hein, le BMP majuscule, qui est majorité présidentielle. Et le BMP minuscule. Le BMP minuscule. Donc à chaque fois, il faut... La minorité. Il faut préciser. Voilà, comme il faut préciser. Le bloc de là... Voilà, sur des structures informelles... Bloc parlementaire de la minorité. Voilà, sur des structures informelles... Ça, c'est encore moins formel, hein. Si, ils sont d'abord. Ils ne sont pas déclarés. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont toujours des intérêts convergents. C'est plusieurs groupes parlementaires qui sont représentés dans le BMP. Mais on constate qu'à la fin, ils épousent le même point de vue. Mais l'Assemblée nationale doit rendre une décision. Il doit y avoir un vote. Et après le vote, on compte le nombre de votants. Qui a gagné, qui a perdu, c'est comme ça, non? Et on constate malheureusement ou heureusement que 62 prennent parti pour INS et bon, 19 ou 20 sont de notre côté. Ça, c'est pas un crime. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Aux députés? Ou peut-être aux Béninois? Ils n'auraient pas dû voter pour ces gens-là, pour que peut-être la situation ne serait pas pareille. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il y ait une majorité et une minorité. Ou alors on refait la démocratie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en ce moment-là? Oui, ce que vous êtes déjà en train de faire, refaire la démocratie. Non, moi, j'ai jamais... Du moins, modifier hein, les règles du jeu. Vous savez ce qui est bien dans tout ça? Dans 8 mois, on ira aux élections. Et si vous n'êtes pas d'accord de tout ce qui se fait, vous aurez l'opportunité. Mais si entre-temps, on excluait, ou du moins pas de décisions, ou pas des réformes, au nom de la réforme, on exclut des gens qui peuvent se retrouver là-bas et prendre également d'autres décisions, ou de bonnes décisions. Ça ne mettra pas fin au combat politique.
ça ne mettra pas fin. Il y a eu des postures dans le passé qui n'ont pas prospéré ou qui ont peut-être prospéré un temps, qui après se sont retrouvés face à la réalité, etc. Donc, c'est une posture de moment. Hein? Vous ne pouvez pas prendre ce qui se passe aujourd'hui comme... il n'y avait pas BMP il y a 3 ans, 4 ans. Et c'est pas évident que au lendemain des prochaines législatives, il continue d'avoir le BMP. Donc, c'est cette dynamique-là. Donc, maintenant, si vous pensez que tous les membres du BMP vont revenir après les élections, bon là, vous vous installez dans la fatalité et puis bon, il n'y a même plus de débat. Hein? C'est parce que vous croyez que, oui, les choses vont changer, que vous dénoncez des choses. Pour que peut-être il y ait une prise de conscience quelque part, pour que, bon, prochainement, les choses ne se passent plus ainsi. Ou même déjà faire pression sur ceux qui sont là pour qu'ils puissent édulcorer quelque peu certaines décisions qui sont déjà prises ou qui vont être prises. Donc le combat politique continue. Hein, vous n'allez pas cesser de mettre ici, je crois. Hein, tant que les brouilleurs ou les pirates vous laisseront le temps. Vous savez au moins qu'ils existent. Ah ben oui, et j'en souffre d'ailleurs. Hein. Vous êtes obligé à des endroits donnés de recourir à Internet et vous savez même très bien l'état de la connexion des endroits. Et donc vous ne pouvez pas suivre certaines émissions. Je trouve que ça n'a pas de nom. Hein. Ça n'a pas de nom qu'on puisse nous priver. Si on ne veut pas continuer à laisser celui qui a obtenu la fréquence de continuer à l'exploiter, qu'on le lui arrache simplement. Plutôt qu'on ne lui dit, bon, on te concède la fréquence et après, on l'empêche de jouir de son bien. Hein, à la limite... Vous semblez connaître les pirates. Non, enfin, je ne peux pas admettre que dans un pays, il y ait de la piraterie sur des zones et qu'on nous dise qu'on ne les connaît pas. Okay. C'est pas possible. Et les représentants du peuple sont là. Le peuple on les connaît, les gens les connaissent. C'est le peuple qui est victime. Non, vous laissez affaire de peuple. Hein, c'est pas 11 millions. Oui, mais tout au moins. Je vous ai déjà dit, oubliez cette histoire de peuple. Moi, je ne me retrouve pas dans ça parce que je fais partie intégrante du peuple. Et personne ne peut me dénier. Tout au moins, il a un député qui est frustré comme vous et il a donc pondu une question au gouvernement. Ça n'a pas été programmé. Non, ce n'est pas une affaire de question au gouvernement. Ça, c'est politique. Dans ce pays-là, il y a des gens qui sont chargés de la sécurité. Comment ceux-là sont dans un pays? C'est vous qui avez conseillé au président de l'Assemblée de ne pas appeler. Non, écoutez, ce n'est pas parce qu'on aurait appelé une question en plénière hein, que la situation va aller interroger. On n'a pas encore essayé. Moi, je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas de procès. Pourquoi le Soleil FM n'a pas porté plainte contre INS et qu'il y ait une instruction judiciaire en bonne et due forme pour rechercher les auteurs. X-brouilleur. Pour chercher les auteurs, et puis il y a beaucoup de techniques aujourd'hui pour vous amener chez celui qui est en train de brouiller ou de faire quelque chose. Je n'ai pas compris pourquoi, Soleil FM n'est pas allé jusqu'au bout de la procédure. Hein? Donc, moi, il y a beaucoup de questions que je me pose à ce niveau-là. Est-ce que tout le monde s'accommode de cette situation comme si, c'est normal, et puis mais à la limite... Puisque en discuter ne va pas non plus nous sortir de notre situation, revenons au sujet. Est-ce que la préoccupation aussi, ce n'est pas que les règles qui sont aujourd'hui destinées à l'Assemblée nationale sont destinées de manière à ce que, ceux-là qui sont des décideurs, ils soient toujours en position? Vous voulez dire que les élections seront inutiles? Je ne pense pas de conclusion. Attendons de voir si les élections prochaines seront inutiles et que si c'est la même configuration qu'on aura. Hein? Certains croyaient avoir fait des lois qui les protégeaient et à la fin, ils se sont rendus compte que... donc moi, je ne peux pas présager de ce qui va se passer aux prochaines élections parce que là, vous parlez des prochaines élections. Vous voulez savoir si tout est fait de sorte que l'électeur ne puisse pas... oui, puisque vous, c'est inutile de vous demander quel est votre avis sur 250 millions de caution à payer. C'est inutile de vous demander de ça. Non, moi, ce débat-là, je vous dis, ça va avoir plus de sens. Parce que moi, mon problème, c'est comment on peut légiférer sur de l'argent dont on ne connaît pas. Je me demande comment on peut parler de 200 millions, de 1 milliard. Donc pour vous, il faut d'abord voter cette loi-là sur le financement public. Avant d'aller au cours. Oui, avant de parler de plafond, de plafonnement, de quotas, de quantum, etc. On parle de quoi finalement? On veut légiférer sur de l'argent douteux. C'est ça le problème. En fait, j'ai l'impression que c'est du blanchiment.
On veut nous parler de l'argent dont on ne connaît pas l'origine. Oui, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire là? Est-ce que... on soit dans l'esprit que toutes les réformes ou tous les décideurs appellent à ce que il y ait moins de présence d'argent dans les élections, dans la politique? Non, c'est pas ça. C'est pas moins de présence d'argent, mais moins de présence d'argent d'origine douteuse. Si on connaît d'où vient l'argent et que légalement on peut faire la traçabilité, il n'y a pas de problème. Vous voyez aux États-Unis, vous voyez en France, quand on dit activité politique, c'est beaucoup de moins. Mais c'est au-delà de ça. L'argent peut être propre, mais si c'est pour acheter des électeurs, ce n'est pas la démocratie non plus. Oui, mais si c'est traçable, si ça va vers des électeurs pour les acheter, on le saurait. Vous avez vu les démêlés du président américain aujourd'hui par rapport à ses liens avec la Russie. C'est sûr que ce n'est pas de l'argent, sinon on aurait déjà démasqué. C'est vrai qu'il y a eu de l'aide en intelligence, en brouillage informatique, etc. Mais oui, parce que le but ultime de la loi sur les financements publics, c'est justement d'éviter des influences négatives sur le déroulé de l'animation de la vie publique intérieure. On ne peut pas, par exemple, admettre que des partis politiques puissent recevoir de l'argent de l'extérieur, de gens dont on ne connaît pas la motivation. Vous avez vu, il y a des pays juste à côté de nous, ici, dans l'espace CEDEAO, où on est allé charcuter le président de la République un beau matin. C'est pas un coup d'État pour que quelqu'un vienne s'asseoir à sa place. Parce qu'il y a des risques entre gangs, et puis on est allé le prendre, on l'a découpé. Et les journalistes se font abattre régulièrement, les juges n'en parlent plus, les ministres, etc. Et donc, on pourrait en arriver là, où on n'a pas une situation de guerre, mais à l'interne, vous avez vu ce qui se passe au Mali, où à un moment donné, il y a une déliquescence, on a parlé de cocaïne, de l'avion qui transportait de la drogue, etc. On ne sait pas d'où ça vient. Comme au Bénin, on commence déjà pas à avoir des pirates, donc personne ne connaît les motivations et les identités. Et donc, il faudrait qu'au niveau de l'argent qui vient en politique, quand un ministre se lève pour dire, je me répète, pour dire je crée parti politique, il doit pouvoir dire comment il a trouvé l'argent pour louer les bâches, pour payer la presse, pour mobiliser les militants, etc. Quand un fonctionnaire se lève pour dire je suis président d'un parti politique, on veut bien savoir d'où il trouve les moyens pour animer la vie publique. C'est ça qu'il s'agit. On ne dit pas, on ne lui dénie pas le droit de faire de la politique. Mais dès qu'il décide de le faire, il faudrait qu'on soit au courant de comment ça se passe. Maintenant, sinon, si moi je dois faire le débat sur 200 millions, ma chaîne d'office, je crois que vous vous souvenez très bien que vous m'avez invité à un débat ailleurs sur le financement des partis politiques, où j'avais comme contradicteur quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve très proche du chef de l'État. Or, c'est de là-bas qu'on décide de faire le financement aujourd'hui. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les lignes sont en train de bouger. Et pour moi, le processus... Et votre porte-parole, là-bas, vous pensez? Non, pas moi, mon porte-parole. Je suppose que depuis lors, il a eu à faire sa mue. Et aujourd'hui, il comprend que on doit y aller. Si vous ne partagez pas, justement, les oui, on ne partageait pas. Mais est-ce que vous l'avez entendu cette fois-ci dire qu'il n'est pas d'accord? Parce que sa position entre-temps a changé. Et c'est ce que je disais. Ah, quand les positions changent... Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec le financement public des partis politiques? Je suis d'accord. Mais comment ça se fait? Ou comment est-ce que ça va se passer? Oui, c'est ça. C'est sur cette base. C'est ça qu'on est en train de rechercher. Et c'est pourquoi on a dit ouvrez le débat, que tout le monde puisse parler de... Mais vous parlez tous les jours ici, non? Mais nous parlons tous les jours, mais, mais nous allons parler... Même l'audience que vous aurez souhaité, c'est pas ça? Nous comptons pour rien, nous ne sommes pas le peuple arrivé. Non, vous parlez, je parle. En tout cas, vous avez vu ma position. Vous savez, je dis que ces députés ne taillent pas les lois sur mesure parce que je sais qu'ils sont en train de jouer leur avenir politique. Ils sont en train de vous écouter. Qui ne taillent pas les lois sur mesure parce que ça peut également les rattraper. Peut-être que votre message va avoir de l'effet sur eux. En tout cas, l'espace qu'on vous a accordé ce soir, c'est terminé. Vous pouvez vous arrêter là. Merci beaucoup, Harry Tubade. Vous brûlez le peuple. Avant, vous êtes le peuple. Alors, en fait, vous êtes le peuple. Merci en tout cas. Merci surtout aux amis auditeurs aussi. Mohamed Liamidi à la technique. Demain, on se retrouve. On va parler cette fois-ci. On va parler culture. À demain, 18h.